Bonjour tout le monde et bienvenue à la 4e saison de Self-Talk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Cette année en sera une de conversation avec vous, mes invités spéciaux et rien ne sera laissé de côté. Alors joignez-vous à moi à tous les mois sur coachsevi.com, iTunes, Spotify et sur ma chaîne YouTube. À bientôt! Bonjour tout le monde, bienvenue à Self-Talk. Écoutez, aujourd'hui, quel privilège, elle est très occupée, une docteure psychologue, docteur psychologue, ça va ensemble dans mon livre à moi. Alors, on reçoit le docteur Florence Marcille Desneaux. Florence, bienvenue à Self-Talk et merci d'être là pour nous. Je suis très contente de t'avoir en ce moment. Tu vas te présenter. Mais le grand thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est la santé mentale. Mais avant tout, présente-nous un petit peu pourquoi le travail de psychologue t'a choisi, ou peut-être tu as choisi ce travail-là. Comment ça s'est fait? Alors ça, Séverine, c'est une grande question. Parce que, figure-toi donc que ma mère était psychologue. Ah! Et oui, et je n'ai qu'une sœur, une grande sœur qui est psychologue. Bon, écoute, c'est un hasard. Donc, il y a comme une histoire de famille avec ça. Puis, bien sincèrement, je pense que comme beaucoup de jeunes qui passent devant moi, c'était pas clair, là, cette affaire-là de trajectoire. Et j'ai pris même une petite pause après le cégep, là. Je l'ai vécu rough un peu, moi, le cégep, parce que j'étais une première de classe à peu près tout le temps. Puis là, d'un coup, au cégep, je me suis trouvée vraiment moins bonne en sciences. Et Ah, puis, j'étais comme beaucoup de jeunes qui sont bons à l'école, qui se disent, tiens, je vais aller en médecine. C'est comme si, des fois, dans la tête des jeunes qui performent, il y a comme un seul choix. Et il a fallu que je revoie ce choix-là. Fait que j'ai pris une longue pause. Je suis allée voyager. Je suis allée en Afrique. wow! Ça m'a fait beaucoup de bien. Puis je me suis lancée vraiment dans autre chose. Là, je suis allée travailler en télé pendant quand même plusieurs années. Finalement, c'est la télé a soutenu mes études pendant plusieurs années. Si bien même que je me suis retrouvée à une croisée des chemins à un moment donné en me disant, coudonc, est-ce que je vais en réalisation? Est-ce que je reste en télé? Mais j'ai eu une super bourse en psycho pour faire de la recherche en autisme. Puis là, à un moment donné, ben, c'est un peu ça ma conclusion là, pour toi, puis peut-être les jeunes qui écoutent, c'est qu'à un moment donné, on dirait que nos parents, puis ça dans quoi on a vécu, nous rattrape. Puis j'avais de la misère à me dire que j'étudierais pas à l'université comme mes parents, des universitaires. Puis là, ah ben, regardons, sans vraiment y réfléchir, me suis inscrite en psycho, alors que ma sœur était déjà en psycho, tu sais, ma mère travaillait en psycho. Fait que des fois, je trouve que les jeunes, ils tournent vraiment loin, ils sont comme, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Puis finalement, ils vont me dire, bon, je me suis inscrite en finance. Là, je suis comme ton père. Oui. Oui, mais Ah ben, écoute, quelle histoire, mais c'est drôle parce que on va le faire tout au long de la conversation parce que on amène des parallèles sur les professions, sur tes rencontres aussi avec tes jeunes patients. Mais parce que oui, c'est un aspect familial, tu dis que c'est pas mal ce qui t'a influencé et ce qui est très drôle, c'est ce que tu dis, c'est ce qui influence le sport. L'environnement dans lequel les jeunes se développent, les jeunes sont, ça fait une grande différence sur l'aspect positif ou non, et toi, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui t'a attiré, au-delà que ça fait partie de tes conversations familiales, qu'est-ce qui t'attire dans ce métier-là? écoute, c'est une super bonne question parce qu'à un moment donné, on plonge dans des études, puis des fois, je constate que des jeunes font des études, puis ça a l'air dur, trouvent ça lourd. J'ai tripé. Donc, dès ma première année, ça m'a passionné ces études-là. Qu'est-ce qui est passionnant dans la psychologie? Mais je pense que ce qui est passionnant, c'est que ça nous parle dès la première année comme étudiant parce que tout d'un coup, on se comprend mieux. Mm. On comprend mieux, si on veut, c'est quoi des facteurs de risque, des facteurs de protection au niveau du développement de troubles de santé mentale, au niveau du bien-être en général.
Il y a quelque chose de super fascinant dans les études en psycho aussi parce qu'on va aller s'intéresser aux études de jumeaux, les jumeaux séparés à la naissance, qui va développer des troubles de santé mentale l'un l'autre. Donc, l'influence à nouveau, tu sais, entre le biologique, le caractère héréditaire, des fragilités génétiques, mais l'influence de l'environnement aussi sur le développement de fragilités qui étaient plus inscrites dans le code génétique d'un enfant. Alors, c'est fascinant. La psycho, c'est quand même une science qui est relativement jeune. Il y a des études classiques qui vont être regardées dans les études sur l'attachement, la comparaison de l'attachement entre, par exemple, des mammifères très évolués comme les singes. Et puis, on ne cesse d'être captivé par ces études-là. De plus en plus, les neurosciences, c'est de plus en plus développé. Ouais, c'est La vrai. psychologie va utiliser tout ce qu'on a comme information au niveau cérébral pour venir appuyer ce qui était des théories. Si tu remontes par exemple, Freud, qui était un psychiatre, un neurologue, mais tout ce qui était imagerie cérébrale, c'était beaucoup plus limité que maintenant. Donc, il y avait des théories. Puis là, maintenant, on arrive à expliquer avec des structures cérébrales, par exemple, des notions comme l'inconscient. On comprend vraiment mieux des résonances, on comprend mieux les émotions, le système limbique, on comprend mieux tout ce qui est cortex préfrontal, qui est un peu le raffinement, si on veut, de notre fonctionnement d'humain. Chez les animaux, toute cette partie-là est vraiment moins développée. Ils fonctionnent plus avec le cerveau en arrière, qui est comme les parties reptiliennes du cerveau. Donc, tu sais, sont comme un peu 3 émotions de base. On réagit avec ça, mais nous, c'est très raffiné. Mais encore une fois, Séverine, c'est très raffiné. Mais si je grandis comme enfant dans un environnement où le stress est très élevé, où le décodage émotionnel est limité, ça peut être des valeurs aussi. Hein? On peut accorder très peu de valeur dans une maison à l'émotion. Alors là, ça se peut que j'ai plus de difficultés en vieillissant à me comprendre, à réguler, c'est comme des mots à la mode, mes émotions. Fait que là, je peux me retrouver très coincée avec de l'anxiété. Hein? Et là, même si tu dois le voir devant toi, j'ai des ados fantastiques avec un potentiel, regarde, c'est gros comme ça. L'actualisation du potentiel a de la difficulté à se faire parce que l'enfant a de la misère là, à se comprendre puis à réguler. Écoute, c'est ce qui et c'est pour ça que j'avais hâte de te parler, j'avais hâte de partager tes connaissances avec les gens qui vont écouter le podcast parce que, et je pense qu'on va rajouter Coach Florence à Docteur Florence parce que c'est exactement, écoute, je dis toujours aux entraîneurs, quand vous mettez les jeunes dans le milieu de vos décisions, on fait tellement les choses différemment. Quand on n'est pas dans notre ego, quand on comprend que c'est l'environnement qui va influencer comment ils vont se développer, grandir, qu'ils vont avoir confiance, pas confiance. Et ce que tu es en train de me dire, c'est exactement la science en psychologie et c'est exactement l'étude qui est en arrière de ça parce qu'il y a tellement de choses qui influencent au-delà de nos connaissances à nous comme entraîneurs. Et tu mentionnais santé mentale. Je vais être très honnête avec toi. J'entends ça dans le milieu sportif continuellement. Oui. On l'a entendu beaucoup au niveau de la pandémie et des conséquences, et je sais que tu vas en parler un petit peu tout à l'heure au niveau des chiffres et des recherches. Mais la santé mentale, il me semble que, elle a le dos très, très large et je ne suis pas certaine que c'est clair vraiment qu'est-ce que c'est. Alors, est-ce que tu peux m'éclairer, mais nous éclairer là-dedans? Je vais essayer. Mais je pense que c'est très important ce que tu poses là comme question parce qu'à un moment donné, on ne sait plus pas en tout de quoi on Ouais. parle, ma santé mentale. Alors, il y a les troubles de santé mentale. Quand on est psychologue, puis on est étudiant, puis on étudie en psycho, on n'arrête pas de se concentrer sur la psychopathologie. Donc, le trouble qui s'installe de OK. santé mentale. Mais ça, c'est pas la même chose avec plein de critères, tu sais, à se sentir triste sur une durée de 2 semaines, manquer d'énergie, hein, là, je parle de la dépression, ça s'installe. Oups, tout d'un coup, moins de concentration, puis éventuellement, le manque de fonctionnement dans des sphères générales de ta vie. Ça, c'est plus le trouble. Bon. Mais la santé mentale elle-même, on pourrait dire que c'est plutôt un état de bien-être,
un bien-être qui permet de réaliser son plein potentiel et de vaquer à ses occupations normales. Si je suis un ado, d'aller à l'école, d'avoir le goût d'être avec des amis, puis de faire mes hobbies. Puis quand je suis un adulte, ben, de faire mon travail, de m'occuper de mes enfants si j'en ai, de m'occuper de mes parents si j'en ai. Donc, c'est vraiment cette idée où mes tâches quotidiennes, je les fais et je me sens bien, moi, je sens que je me réalise à mon plein potentiel. Ça, c'est la santé mentale. Mais donc, je pourrais avoir, Séverine, un trouble de santé mentale diagnostiqué et une santé mentale très élevée. J'ai un bon traitement, je suis bien suivie. Bien, mon bien-être est assez élevé dans mon contexte. Je pourrais avoir une absence de troubles psychiatriques et une pas tellement bonne santé mentale. Ah, écoute, c'est beaucoup plus clair. Et là, ma question, c'est, est-ce qu'on parle beaucoup, beaucoup chez les jeunes, c'est triste, mais c'est comme ça. Est-ce que le fait qu'on voit de plus en plus de jeunes anxieux, est-ce que l'anxiété est un trouble de santé mentale ou est-ce que l'anxiété est sous le parapluie de cette santé mentale-là? Oui, ben le trouble anxieux, les troubles anxieux, on les appelle les parce qu'il y a tellement de variations comme les dépressions aussi ou les états dépressifs. C'est très changeant d'un individu à l'autre. Malheureusement, on observe une augmentation. Donc, dans la prévalence, ouais, sur les 10 dernières années, les adultes aussi. Les adultes ont une influence sur les enfants. Tout à Il fait. faut le garder en tête. Puis là, on va commencer dans les années à réfléchir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a plus de performances dans nos sociétés occidentales qui viendraient influencer ce sentiment-là? Puis si les adultes sont pris avec cette sensation-là, ben, ils sont probablement aussi dans leur manière, leur parenting, plus anxieux puis plus exigeants. Puis là, C'est bon, vrai. Tout oui. à fait. Là, c'est vrai qu'il faut faire très attention avec ce qu'on observait. On était déjà en train d'observer ça. On observait aussi une augmentation même de la prise d'antidépresseurs chez les jeunes. Mais là, on vient de vivre une pandémie. Fait que là, on est complètement bousculé dans ce qu'on était en train d'étudier. Il va comme falloir réadapter parce que c'est dur de mettre l'observation pré-pandémie avec ce qu'on observe là. Vois-tu? Parce Ouais, que là, ouais. quand on observe les chiffres en ce moment, on est comme wow, OK, attends 2 minutes. Là, on dirait qu'effectivement, là, on n'est pas dans les causes à effet. C'est difficile de dire ceci a causé cela. Il y a tellement de facteurs. Mais en tout cas, ce qu'on est en train d'observer, c'est que les chiffres semblent plus élevés encore là, au niveau de la dépression puis de l'anxiété. Donc, si on Incroyable. s'attarde aux jeunes, ce qui pourrait expliquer ça, d'une part, confinement, isolement, dans une période de vie où j'ai besoin, mes repères passent beaucoup à travers mes pairs, puis je cherche à me quitter un peu l'environnement familial, et c'est sain, pour trouver de nouveaux repères, des fois des adultes, d'autres adultes significatifs, cherchent à développer une identité différente, mon identité. Là, avec la pandémie, j'ai dû rester plus chez moi. Dans les facteurs de risque aussi, ce qui ressort depuis le début, là, quand on fait des études, puis les études sortent un peu partout dans le monde, ce qu'on voit aussi, c'est qu'un jeune qui était déjà fragile, fragilisé, souffre davantage de la pandémie. Un jeune qui était issu d'environnements plus fragiles. Il y a des facteurs sociaux, démographiques, socio-économiques, mais certains facteurs sont plus faciles à identifier, qui est la santé mentale des parents. Des enfants dans des environnements émotionnellement plus fragiles semblent aussi, eux, plus affectés maintenant. OK. Est-ce que je t'ai perdu au niveau de la connexion Internet? Oh, je suis encore là. Voilà, on est encore là. C'est bon, c'est parfait. Ah, OK, voilà. C'est revenu. Oui. Oui. Mon dernier point, euh, euh, et non le moindre parce qu'il est subtil mais très intéressant,
ce qui est intéressant aussi dans ma pratique hors pandémie, c'est les jeunes qui disent dans les sondages qu'ils remplissent que la COVID les inquiète deviennent plus anxieux. Donc, sont démontrés avoir été beaucoup plus affectés d'un point de vue santé mentale que les jeunes qui disent moi, la COVID, en fait, ça ne me dérange pas vraiment. Là. Il y a tout le temps cette espèce de continuum, si on veut, entre l'état de base et être affecté par un événement externe. La pandémie, c'en était tout un. Et la solidité de l'environnement dans lequel on évolue. C'est tellement intéressant. Puis comme tu le mentionnes, je suis tellement d'accord avec toi, sans avoir les chiffres, sans être dans la spécificité de tout ça. Nous, ce qu'on voit et ce qu'on discute avec les entraîneurs, c'est que la pandémie a accéléré. Et comme tu le dis, elle a accéléré ceux qui étaient en confiance, bien, ils sont détachés de ça, ils ont trouvé des moyens, ils ont été très créatifs dans leur année et demie. Et tu en as d'autres qui, justement, plus fragilisés, moins en confiance, bien, ça a complètement accéléré le fait que là, c'est encore pire. Ma question par rapport à ça, toi, est-ce que tu crois, et avec, j'imagine, la clientèle que tu as, as-tu l'impression que toute cette accélération-là et la pandémie a beaucoup touché plus les jeunes, donc les 12 ans et moins, les 5 ans, ou les 15 plus? Les jeunes ados, là, les jeunes qui avaient besoin de voir leurs amis, socialiser, échanger. À ton avis, c'est lequel groupe d'âge qui a été le plus affecté de tout ce contexte-là de pandémie? Je me détache un peu de mon avis puisque je vois différentes clientèles, différents âges dans tellement de contextes différents parce que j'ai une pratique aussi en milieu public avec des enfants plus jeunes mais qui ont des maladies physiques. OK. Ça s'appelle la psychologie médicale. Puis ma pratique privée, je vois vraiment beaucoup de jeunes adultes. Alors, je suis biaisée, tu sais, je pourrais dire les jeunes adultes, c'est effrayant parce que c'est ma clientèle. Mais si je me rapporte aux données, chez les plus jeunes, tout ce qui était avoir déjà des facteurs de risque internes qui sont, mettons, troubles d'apprentissage, troubles développementaux. Eux autres, ils avaient vraiment besoin aussi de leur école pour tout ce support-là. Les parents sont stressés peut-être selon l'envergure des difficultés de l'enfant. Puis les enfants sont encore très, très proches de leurs parents, fait qu'ils sont très influencés par l'état de santé mentale des parents. Ouais. Fait que chacun, puis là, c'est ça qui nous inquiète beaucoup là, en ce moment, là, je pense à et Gilles Royer qui revient puis qui revient parce qu'il est comme l'apprentissage, toutes les fondations dans le bas âge à l'école et mon Dieu, pour les populations à nouveau plus vulnérables, eux, c'est l'impact, c'est injuste. Ouais. C'est vraiment une injustice sociale d'une certaine façon. Ça tape plus fort sur les plus faibles. Ça fait mal constater ça comme clinicien puis comme chercheur. Chez les ados, il y a ces mêmes facteurs de risque-là, ceux qui avaient des besoins spécifiques, des besoins particuliers, mais là, on vient avec plus l'élément identitaire. Mm-hmm. Confusion dans mon horaire, parce que je suis plus vieux, je me suis détachée de mes parents, là, je suis collée sur eux, c'est énervant. Mais aussi, je régule mon horaire. Là. Je pense à tes jeunes, je pense à un athlète autour de moi qui va se réguler aussi beaucoup dans son identité avec ses horaires de sport, ça donne de l'énergie. Là, tout d'un coup, le sport tombait, mes repères habituels, je les ai perdus. Fait que l'impact est vraiment comme différent. Puis après, dans ma clientèle à moi, donc avec des problèmes de santé mentaux, chez les jeunes adultes, là, on était dans le début de carrière professionnelle, relations amoureuses, relations sexuelles. Fait que là, on était plus dans « Oh non, là, je suis seule, je me sens extrêmement isolée. Mon travail, je ne m'y retrouve plus. Des remises en question effrayantes. Je vais passer par-dessus certains règlements, disons, de COVID. Je me sens mal. » Alors, à chaque âge, si on veut, l'impact spécifique de la COVID et de ses règles. Oui, c'est ça. Puis à différents niveaux. Puis tu vois, nous, on l'a vécu dans le sport. Le sport a été là pour les 12 ans et plus.
Tout ce qui était en dessous, ils n'avaient pas accès. C'était seulement 1 à 1 avec un entraîneur. Ils n'étaient pas avec leur groupe. Donc, nous, on voit qu'il y a une génération de jeunes qui n'est pas là. Et je me souviens avoir des conversations avec les jeunes et les parents. Il y avait encore, puis tu l'expliques, hein, à chaque niveau d'âge, il y avait une problématique différente, mais des solutions différentes aussi. Je me souviens des parents qui disaient, ben moi, mon jeune, le fait de ne pas avoir de structure, de ne pas être dans un cadre, ça lui fait du bien. Et il y en a d'autres qui avaient besoin d'avoir ce cadre-là. Ils avaient besoin de Ouais, se dire, je me lève le matin, il faut que j'ai quelque chose, que je pratique même à 8 heures, que j'aille faire une course à 9 heures. Fait que ouais. ton message, je pense, qui est important, c'est qu'à quelque part, il faut aussi individualiser, hein, parce que la famille a un impact, la santé mentale de la famille a un impact sur le jeune. Mais si tu avais quelques trucs à donner ou aux parents qui nous écoutent, qui font comme, oh boy, moi j'ai ce type de jeune-là, je sens que c'est fragile, il y a encore du travail à faire, qu'est-ce que tu leur dirais à ces parents-là? Oui, j'ai le goût aussi, avant même de parler des styles parentaux, puis ce qui ressort, te dire, ça me faisait penser, tu sais, dans des facteurs de risque, des facteurs de protection, on revient souvent à des trucs de base. Tu dois vraiment travailler avec ça, toi aussi, qui est temps sommeil, Oui. temps écran, ouais, c'est ça. Et ce qu'on voit, d'ailleurs, avec la pandémie, c'est que ça s'est tout dérégulé, cette affaire-là. Le temps sommeil, c'est complètement allongé. Le temps sport, c'est quand même assez élevé. Là. La plupart des jeunes, en majorité, disaient j'arrive à faire du 60 minutes à peu près jour, ce qui serait comme parfait. Le faisait plus pantoute. Euh, Wow. puis plus d'écrans, il y en avait déjà, puis même la santé publique gouvernementale va réfléchir à ça. Je pense qu'il faut réfléchir aux écrans. Bon. Mais donc, c'était déjà élevé, mais là, ça s'est augmenté. Fait que, et déjà, pour les parents, il y a comme ça à regarder. Euh, sommeil, écran, parce qu'éventuellement, sport, parce que ça peut avoir un impact après sur image, Tout à fait. prise de poids, changement de configuration à une période à l'adolescence où c'est très, très fragile. Ce qui m'amène à dire quoi dire aux parents. Ben, moi, j'ai le goût de dire aux parents, lâchez pas, comme c'est tellement difficile d'être parent. Donc, d'emblée, j'ai le goût de dire, bon, on va lâcher la culpabilité. Quand les psychologues sont là, prennent des fois un peu le crachoir, moi, je me mets à leur place souvent, puis je suis comme, on a déjà tellement de pression, on se met de la pression, on a parlé au début de notre conversation. Fait que c'est pas, l'idée n'est pas de devenir un parent parfait, puis puis de pas se tromper. Puis la grosse mode, c'est la parentalité positive. Des fois, je trouve Ouais. que ça met de la pression sur les épaules. Restons simples. Puis moi, j'aime bien, je vais te parler de certains styles parentaux, puis ce qui est démontré comme étant plus, disons, favorable pour le développement des enfants at large, c'est un style qui s'appelle démocratique. OK? Donc, versus la rigidité le parent autoritaire, tu sais, qui mettrait beaucoup de règles et qui, des fois, peut-être oublierait de s'intéresser à ouais, mais c'est qui mon Flo, là? Lui, c'est quoi son genre? Tu as le parent très laxe, un laxisme total. Faites ce que vous voulez. En fait, souvent, ça va démontrer chez l'enfant que c'est anxiogène. J'en ai besoin d'un peu de structure. Donc, finalement, à la fin, ce qui ressort, c'est beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, beaucoup de chaleur, mais de la structure aussi. Mhm. Ouais. Et surtout, du dialogue. Plus on grandit. Quelque chose où je l'entends ton point de vue, puis j'y accorde énormément d'importance. J'ai une expérience d'adulte, de parent. Voici la structure que je pense qui pourrait être favorable, mais je ne te l'impose pas. On en parle ensemble. C'est le style démocratique. Et surtout, tu les sens que je t'aime, que je sais quitter, que je m'y intéresse beaucoup. Et là, ça nous amène à très peu de données hein, sur les athlètes, les styles parentaux, mais ce que j'ai trouvé ça vraiment beau et intéressant, qui est ce qui semble être
le good parenting, les parents qui ressortent comme étant les stars, si on veut, de ces parents-là, c'est vraiment des parents qui vont s'intéresser pas à ce qui étaient leurs attentes, eux, par rapport au développement de leurs jeunes, mais vraiment, c'est quoi les objectifs que mon jeune, lui, veut, c'est fixer et soutenir ça. Voilà. Écoute, tellement important parce que ça revient à des choses souvent sur la structure. La structure, encore pas sur des recherches, mais ce que les jeunes me disaient, c'est que ça leur donnait une sécurité, ça leur donnait un objectif. Et c'est drôle parce que ça va à l'encontre de ce que les parents font, c'est-à-dire de leur donner un but, de leur donner un objectif. Ils ont tellement peur qu'ils ne l'atteignent pas, qu'ils ne se rendent pas là. Et comme tu dis, à un moment donné, il faut avoir une conversation, mais que la conversation soit faite qui n'est pas juste sur un sens. S'il y a quelqu'un qui parle, il y a quelqu'un qui écoute, puis vice-versa. Et ce que je retiens de ce que tu dis, c'est beaucoup l'environnement, l'écoute. Oui, toute la pandémie a accéléré des problématiques, mais ce qu'elle a aussi accéléré, c'est le fait qu'on doit prendre plus conscience qu'il y a des problèmes et qu'on doit trouver des solutions. Et ça, ce que j'entends de ce que tu nous dis, c'est que ça se fait sur un plan à la maison, dans le milieu sportif, partout. Ça a une influence sur le développement du jeune. Et pour moi, ça t'a donné quand même beaucoup d'informations sur cette fameuse base-là de santé mentale et la différence avec aussi les problèmes qui sont attachés à ça. Donc, écoute, que de bonnes informations. Et là, pour moi, je vais t'amener un petit peu ailleurs parce que, écoute, on pourrait en parler des heures et des heures. Je suis certaine qu'on va refaire ça à nouveau. Mais je sais que tu as une passion. Tu as une passion qui est le sport, tu as une passion qui est le tennis. Tu adores ça. Je pense que ce qui est le fun et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la passion va nous chercher partout, hein? Que ce soit au niveau sportif, que ce soit dans notre métier. Et moi, dans mon métier, je voyage beaucoup, puis la musique fait partie de ma vie. Dans les avions, dans la voiture, je suis certaine qu'elle fait partie de ta vie aussi. Et si je te demande de me donner ou de nous donner une chanson qui te représente ou qui représente le moment où tu es dans ta vie en ce moment, ça serait laquelle? Ben là, c'est vrai. Hein? Mais écoute, Florence, tu fais un choix, écoute, tu te lances spontanément. Moi, comme je disais aux gens récemment, j'étais dans l'avion l'autre fois, j'écoutais une chanson, je suis partie à prailler ma vie, le monde me regardait. Qu'est-ce que c'est ça? Et souvent, on ne se rend pas compte à quel point il y a des chansons qui nous ramènent à des événements, à des situations, qu'elle ce soit du bonheur ou que ce soit de la tristesse ou entre les deux. Donc, je serais curieuse de savoir pour toi. Je suis certaine qu'à chaque moment de ta vie, quand tu as fini le cégep et tu as dit j'arrête ça, je suis sûre que tu écoutes un type de musique qui est très différente maintenant que tu es maman aujourd'hui. Mais en ce moment, à cette heure-ci, quelle est la chanson qui te rejoint le plus ou qui te représente le plus au courant de ces années-là, que tu reviens tout le temps, là? Oui, exact. À moi, là, Séverine, l'affaire, c'est que je suis vraiment old-fashioned. Moi, je suis pas une fille moi, je suis pas une fille tant, tu sais, à la toune, parce que j'écoute des albums au complet. J'ai comme une petite rigidité là-dessus, là, tu sais. Fait que j'écoute l'album au complet, puis j'aime le mood dans lequel va me mettre tout un album. J'ai bien de la misère à dire souvent une seule toune. Mais je peux te dire, alors c'est vraiment vieillot cette affaire-là, mais je reviens à une chanteuse souvent dans ma vie qui est Kate Bush. Oh! Oui, j'aime beaucoup Kate Bush et j'aime beaucoup la chanson Running Up That Hill. Ouais. Oui, qui est excellente. Et depuis plusieurs années, un auteur, compositeur, interprète me touche énormément. Deux. Donc, James Blake. Je ne me tanne pas de ses propositions d'un album à l'autre. Et Sufjan Stevens aussi. Alors, regarde, donc, j'arrive pas à faire, je n'y arrive pas à la toune.
J'arrive pas à la mais c'est parfait parce que tout le monde rit de moi. Moi, je suis dans ma voiture, j'ai mon Sirius XM, puis le poste que j'écoute le plus, c'est les 80s, les années 80. Donc, je suis Moi aussi, là-dessus. je suis assez stockée, Ah, là, je vais te dire. ça me ramène et tout. Puis, écoute, souvent, ben, la musique, c'est ça. La musique, ça nous fait plaisir, ça nous amène à des endroits différents. Mais je pense que Tellement, ouais, il y a tout tellement. le temps des chansons. Puis là, je suis sûre qu'on va terminer notre conversation. Puis tu vas dire, ah, il y a telle chanson que j'aurais pu dire. Mais je C'est pense que vrai. c'est le but, c'est de dire aux gens aussi, des fois, peu importe ce qu'on vit, peu importe où on est, la musique, c'est un outil qu'on sous-estime, à mon avis. Oui, Aller voir un spectacle, entendre quelqu'un, être à la radio, mettre quelque chose qui nous fait du bien. Moi, oui. j'encourage les gens à se lancer là-dedans, à peut-être se poser même la question, une chanson qui me tenterait aujourd'hui, là, ça serait laquelle, puis de la mettre. Euh, Tellement une bonne idée, Séverine, c'est une super bonne idée, puis c'est appuyé, là, encore une fois, par la science puis la psychologie, parce que ça fait partie des principaux mécanismes pour sublimer des émotions négatives. wow! L'art, Ah, l'art. tu vois, Oui, on est docteur et coach ensemble. quelle bonne équipe. Florence, je te remercie énormément pour cette rencontre, pour cette conversation. Bravo pour ce que tu fais. Écoute, je suis en admiration de voir. Je parlais de ça à quelqu'un récemment, que ce soit être enseignant, que ce soit être entraîneur, que ce soit être psychologue, du moment qu'on a un lien, et même, je te dirais, musicien, d'avoir un lien avec les gens. Et je ne sais pas, toi, si je vais te laisser là-dessus, tu feras la réflexion, mais moi, dans le premier podcast, je parlais de la passion. Puis je disais que depuis des années, j'ai eu 50 ans, j'ai été dans le tennis à 17 ans, puis je disais aux gens, hey, moi, là, ma passion, elle m'a choisi à 17 ans, j'étais entraîneur. Et je me rends compte après 30 ans que finalement, ce n'est pas la passion, ce n'était pas le tennis. La passion, c'était ce que je fais avec toi en ce moment, c'était la communication, c'était l'échange, c'était le partage. Alors, je suis certaine qu'il y a un peu de ça dans ce que tu fais parce que ça se sent que ça va au-delà de la recherche, ça va sur la passion, puis l'échange, puis dans le fond, Vraiment. qu'est-ce qu'on essaie de faire de quoi? C'est d'outiller les gens, hein? Puis après ça, bien, on a fait ce on pouvait faire. Oui, absolument, absolument. Moi, j'en reviens pas aussi ça fait 20 ans là, que je pratique comme clinicienne, puis je me sens encore autant en apprentissage, puis autant comme touchée par un privilège. Moi, je le vis comme un privilège Ouais, moi que aussi. que de rencontrer certains jeunes, certains esprits tourmentés, puis de pouvoir connecter ensemble, puis profondément se comprendre, puis peut-être tranquillement, pas vite, émerger. Écoute, on se souhaite des jeunes et des adultes et une population en santé mentale, dans un environnement qui va être de mieux en mieux. On a du travail à faire, mais je suis certaine, avec tous les outils que tu nous as donnés, on s'en va vers ça. Florence, je te remercie et au plaisir de te reparler bientôt et surtout de se revoir sur un terrain de tennis. Oui! À bientôt! Merci, Séverine. Bye! Bye! Donc voilà pour ce mois-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachchevy.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine. Sevs out.